Un silence s'abattit sur la salle d'accouchement dès qu'Yvette Wilson posa les yeux sur ses jumeaux nouveau-nés. La peau de l'un était aussi pâle et délicate que la sienne, celle de l'autre était d'un hâle profond, couronnée de boucles serrées couleur ébène. Le cœur d'Yvette fit un bond, et l'air semblait incroyablement calme. Son mari, Tom, se leva de sa chaise, le front plissé de confusion, et se glissa hors de la pièce. Seule, Yvette parvint à chuchoter, « S'il vous plaît, infirmière, emmenez le bébé blanc dans ma chambre. J'ai besoin d'un moment pour trouver quoi faire de l'autre. » Certaines histoires vous prennent au dépourvu, alors respirez, installez-vous confortablement et laissez celle-ci se dérouler. Félicitations, c'est une fille, annonça le docteur Ellis par-dessus les bips rythmés des moniteurs. Yvette Wilson afficha un sourire radieux et fatigué tandis que sa petite fille pleurait pour la première fois. Après 18 heures de travail exténuante, le son était plus doux que n'importe quelle symphonie. Les yeux de Tom brillèrent. « Elle est parfaite », murmura-t-il en déposant un baiser sur la main d'Yvette tandis qu'une infirmière emmitouflait délicatement leur fille dans une douce couverture rose et la déposait dans les bras d'Yvette. Mais il n'y avait pas le temps de savourer cette joie, une autre contraction se préparait déjà. Lorsque le docteur Ellis annonça calmement à Yvette qu'elle voyait la tête du deuxième bébé, Yvette rassembla ses dernières forces. Une dernière poussée, fracassante, et un second cri résonna dans la pièce. « C'est un garçon », dit le docteur Ellis d'un ton chaleureux. Yvette s'effondra contre les oreillers, envahie par un mélange vertigineux de soulagement, de fierté et de fatigue. Tom écarta une mèche de cheveux humides de son front. « Laissez-moi les voir », murmura Yvette, impatiente de bercer ses deux enfants en même temps. Une infirmière s'approcha avec le deuxième paquet, enveloppé dans une couverture bleu pâle. En le soulevant près de sa sœur, Yvette eut le souffle coupé. Leur fille Nancy était tout ce dont Yvette et Tom avaient rêvé, une peau claire, des boucles dorées comme celles d'Yvette. Mais la peau d'Elia était plus foncée que celle de ses parents, ses boucles noires et serrées reflétaient la lumière du plafond. Le visage de Tom devint blême. La voix d'Yvette tremblait, « Tom. » Un silence gêné s'installa. L'équipe médicale échangea des regards inquiets. « Il doit y avoir une erreur », murmura finalement Tom d'une voix caverneuse. Le docteur Ellis se pencha en avant, examinant attentivement les deux nourrissons. « Ce sont vos deux enfants, Yvette, » dit-elle doucement. « Des jumeaux, garçon et fille, de la même mère biologique. » « Mais comment ?» L'incrédulité de Tom s'accrut. « Ils n'ont même pas l'air d'être de la même famille. » Yvette serra plus fort Nancy et Elia dans ses bras. Elle entendit l'accusation tacite planer dans l'air, l'infidélité. Des larmes brouillèrent sa vision. « Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre, Tom. » Tom recula, l'air dur, comme pour se protéger d'un coup. Le docteur Ellis intervint doucement, « Il existe des phénomènes génétiques extraordinaires, des mutations rares, des gènes ancestraux qui réapparaissent, et même des cas de faux jumeaux nés de pères différents. Il nous faut des tests pour clarifier la situation. » Tom hocha la tête, mais ne dit rien, s'excusant pour respirer. Lorsque les portes se refermèrent, Yvette resta seule, serrant ses bébés dans ses bras, sous des regards compatissants. Le jour le plus joyeux de sa vie était devenu un cauchemar de doute. Pourtant, regardant leur visage en forme de cœur, elle murmura, « Promis, nous trouverons la vérité. » 3 jours plus tard, les papiers de sortie signés et les jumeaux endormis à proximité, Yvette était assise au bord de son lit d'hôpital. Tom lui rendait visite avec une distance courtoise, tenant Nancy souvent dans ses bras, mais évitant Elia. Le docteur Ellis entra avec le docteur Bennett, un généticien, dont la voix douce emplit la pièce, « Nous avons des résultats préliminaires. Il existe un phénomène rare appelé superfécondation hétéropaternelle, 2 ovules libérés au cours du même cycle sont fécondés par des spermatozoïdes de pères différents. C'est extrêmement rare, mais possible. Une mutation génétique ou un trait ancestral latent pourrait également expliquer la couleur de peau d'Elia. » Avant qu'Yvette puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement pour laisser entrer Janet Cooper, des services de protection de l'enfance. Presse-papier à la main, elle expliqua que, compte tenu des circonstances inhabituelles, les services de protection de l'enfance devaient veiller au bien-être des 2 bébés en attendant la confirmation de la paternité. Le monde d'Yvette bascula, Tom l'avait dénoncé, insinuant qu'elle avait peut-être volé ou caché Elia. « Tu crois que je volerais l'enfant de quelqu'un » s'exclama-t-elle, la voix tremblante de douleur. L'agent des services sociaux parla avec gentillesse mais fermeté, « On suit le protocole. Pas d'accusation, juste des précautions en attendant les résultats ADN. » Le silence de Tom était plus douloureux que n'importe quelle parole. Yvette réalisa qu'elle était entourée de suspicions et seule,
avec 2 vies fragiles qui dépendaient d'elle. À son insu, de l'autre côté de la ville, Martin Johnson fixait un faire-part de naissance local, dont les noms et les dates correspondaient à ceux que lui avait révélés des années auparavant une petite amie disparue. Son cœur battait la chamade lorsqu'il réalisa qu'il était peut-être le père biologique d'Elia. Ce soir-là, le trajet du retour était tendu. Yvette était assise à l'arrière, entre ses jumeaux, une main sur chacun. Nancy dormait paisiblement, les joues roses et douces. Elia était réveillée, ses yeux noirs écarquillés d'un émerveillement innocent. Yvette caressa ses petits doigts. « Comment peut-on voir autre chose qu'un miracle en toi ?» La voix de Tom rompit le silence, « Les services de protection de l'enfance viendront demain. Ils inspecteront la maison et nous interrogerons séparément. » Yvette déglutit. « Tu crois vraiment que je tromperais? Volerais? Après 6 ans, 3 fausses couches, 2 cycles de FIV qui nous ont presque ruinés. » Les lèvres de Tom se pincèrent. « Je ne sais pas quoi croire, Yvette. Le médecin a même évoqué une superfécondation hétéropaternelle. Il a dit que c'était juste une possibilité, a-t-elle rétorqué. Et tu sais que ma grand-mère avait le teint olivâtre. Les surprises génétiques arrivent. » Tom jeta un coup d'œil à Elia dans le rétroviseur. L'ADN réglera tout. Yvette ferma les yeux, le poids de 2 semaines d'examen et de murmures pesant sur elle. Alors qu'elle s'engageait dans leur rue tranquille de banlieue, elle aperçut une voiture qui ralentissait de l'autre côté de la rue, le regard insistant de son conducteur la glaça. « Tu le connais ?» demanda-t-elle. Tom secoua la tête. « Sûrement un voisin curieux. Cette ville adore les ragots. » La poitrine d'Yvette se serra. Les ragots n'étaient que le début. La vraie bataille prouver son innocence et protéger ses enfants ne faisait que commencer. Elle pouvait presque entendre les doux murmures qui parcouraient le quartier ou les murmures furtifs derrière les portes closes, les regards secrets échangés entre voisins, la désapprobation silencieuse qui flottait dans l'air comme un épais brouillard. Entrer dans sa propre maison lui semblait surréaliste, la chambre d'enfant était impeccable, telle qu'il l'avait laissée le matin même. 2 berceaux fraîchement peints se dressaient côte à côte, leurs murs bleu pâle ornés de nuages peints au pochoir, la cheminée était encombrée de cartes de félicitations, chacune témoignant de bons vœux, et une banderole scintillante, « Bienvenue aux jumeaux », minutieusement arrangée par la mère de Tom était voûtée au-dessus de la porte. Pourtant, chaque ruban, chaque teinte pastel semblait creux. La joie avait été vidée de ses murs, remplacée par une anxiété tendue et inexprimée. « Je prends Nancy », dit Tom en soulevant leur fille avec douceur et précaution, mais avec un froncement de sourcils distrait. La poignée du porte-bébé s'enclencha et il croisa le regard d'Yvette sans dissimuler sa tension. « Pourriez-vous essayer de les traiter de la même manière ?» demanda-t-elle, la voix tremblante sous l'effort de garder son calme. « Elia est votre fils autant qu'elle jusqu'à preuve du contraire, il mérite votre amour et votre attention. » Une ombre passa sur le visage de Tom, sa mâchoire était si serrée qu'elle semblait fragile. Sans répondre à sa supplication, il tourna les talons et se retira dans la cuisine, promettant par-dessus son épaule, « Je vais faire des biberons. » Yvette porta les porte-bébés dans la chambre d'enfant tamisée et, avec une tendre précision, transféra chaque bébé dans son berceau. Elle s'attarda auprès d'Elia, écartant une mèche de cheveux de son front. Son petit visage, si parfait et serein, lui envoya une bouffée d'amour protecteur. Se penchant près de lui, elle murmura, « Aucune épreuve ne pourra changer cela, oh tu es mon fils, Elia, et cela ne changera jamais. » Un coup de carillon soudain à la porte d'entrée la fit sursauter. Il était bien trop tôt pour l'agent de protection de l'enfance qu'ils attendaient. Le cœur battant, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de la crèche. Là, de l'autre côté de la rue, était garée la même berline sombre qu'ils avaient déjà vue, son moteur silencieux mais menaçant. « Je vais le chercher », cria Tom d'en bas, l'incertitude tintant sa voix. Les paumes d'Yvette s'humidifièrent tandis qu'elle se précipitait vers l'escalier, chaque marche pesant d'effroi. Elle atteignit le hall juste au moment où Tom tournait la poignée de porte. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte grande et large d'épaules, sa peau sombre et ses yeux enfoncés s'imposant immédiatement. Il croisa le regard d'Yvette et, à cet instant, quelque chose se contracta dans sa poitrine. Ses yeux, leur forme, leur profondeur lui étaient étrangement familiers. C'étaient les yeux d'Elia. La posture de Tom se raidit. « On peut vous aider ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. « Je m'appelle Martin Johnson », dit l'homme d'une voix posée mais douce. « Je crois qu'il faut qu'on parle. » Yvette sentit le sol se dérober sous elle lorsqu'elle le reconnut grâce au faire-part de naissance dans le journal, le père célibataire cherchant désespérément son enfant perdu.
Parler de quoi? Demanda Tom d'un ton menaçant. Je crois que l'un de tes jumeaux pourrait être le mien, dit Martin sans quitter Yvette du regard. J'ai vu ton faire part de naissance. Le timing correspond exactement à ce que mon ex m'a dit avant sa disparition il y a 6 mois. Elle était enceinte de moi. Le visage de Tom exprimait une colère et une incrédulité fulgurantes tandis qu'il se tournait vers Yvette. Tu connais cet homme? Je ne l'ai jamais vu auparavant, répondit Yvette d'une voix rauque. Martin secoua la tête. Et je ne vous connais pas, madame. Mais Véronica Harris, mon ex, travaillait à la clinique de fertilité du Memorial Hospital. En entendant le mot « clinique », Yvette s'agrippa à l'encadrement de la porte. Elle et Tom y avaient subi 2 cycles de FIV avant de concevoir les jumeaux naturellement, du moins, le croyait-il. Martin poursuivit, Véronica a manipulé des échantillons au laboratoire. Je ne peux pas exclure que quelque chose se soit produit à notre insu. Un silence pesant s'installa entre eux. L'esprit d'Yvette revint à ce dernier cycle raté, puis à la grossesse miraculeuse qu'ils avaient célébrée. Et si le miracle n'était pas si simple? Tom chercha son téléphone. On devrait appeler la police. S'il vous plaît, interrompit Martin en levant les mains en signe de reddition. Je ne suis pas ici pour porter plainte. Je veux des réponses. Mon ex a disparu, et j'ai besoin de savoir si mon enfant est vivant et s'il est ici. Malgré son instinct de claquer la porte, Yvette sentit ses pieds avancer. Notre fils Elia est né il y a 3 jours, aux côtés de sa sœur jumelle. Je les ai portés tous les deux à chaque coup de pied, à chaque battement de cœur. L'expression de Martin s'adoucit. Je te crois, dit-il doucement. Mais Véronica aurait-elle pu échanger les spécimens? L'impensable possibilité planait dans l'air. Le visage de Tom se décomposa. S'il y a une part de vérité dans tout ça, elle sera révélée par des tests ADN. Nous sommes déjà en contact avec les services sociaux et notre avocat. Avant que Tom ne puisse fermer la porte, Martin lui glissa une carte. Si tu apprends quelque chose sur Véronica ou si tu as besoin de parler, appelle-moi. Yvette la prit machinalement, les doigts tremblants tandis que l'inconnu descendait les marches. De l'étage, elle entendit les pleurs des jumeaux, un duo plaintif faisant écho à son trouble. Tu le crois? Demanda Tom une fois la porte fermée. Je ne sais plus quoi croire, murmura Yvette. Mais si mon corps a servi à un complot, alors je suis aussi une victime. Tom se passa la main dans les cheveux. J'appellerai l'hôpital demain matin. S'il y a eu faute, ils doivent le savoir. Cette nuit-là, tandis que Tom dormait dans la chambre d'amis, Yvette resta éveillée entre 2 tétés, la lumière de son téléphone illuminant son visage anxieux. Elle chercha Véronica Harris Memorial Hospital et Véronica Harris disparue, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un article datant de 6 mois, une technicienne de laboratoire avait disparu, soupçonnée d'avoir mal manipulé des échantillons et détourné des fonds de la clinique. Une vague d'horreur la submergea. Juste à ce moment-là, un numéro inconnu envoya un SMS, « Je sais ce qui s'est passé à Memorial. Retrouvez-moi demain si vous voulez la vérité sur vos bébés. Venez seul. » Une photo de Véronica au travail parmi les cuves cryogéniques était jointe. Yvette fixa l'image jusqu'à ce que ses paupières s'alourdissent, le cœur battant la chamade, sous l'effet de la terreur et d'une curiosité désespérée. Elle tapa un mot, « où ?» Café en face du mémorial, 10 heures du matin, fut la réponse. Yvette jeta un coup d'œil au babyphone. Les 2 jumelles dormaient, leur poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible, inconscientes de l'obscurité qui les enveloppait. Elle savait qu'elle ne dormirait plus, le lendemain, elle ferait face à la vérité, quelle qu'elle soit. Le matin arriva dans un flou, la tétée des jumeaux à 2 heures, une autre à 6 heures, puis la course effrénée pour préparer les biberons avec une efficacité mécanique. Tom, cerné et silencieux, lui rappela la visite aux services sociaux de 11 heures. Yvette lui offrit sa piètre excuse, « J'ai besoin de crème de la pharmacie », et se glissa dehors, l'estomac noué par la peur. À 9h30, elle s'est garée en face de l'hôpital. À l'intérieur, le personnel soignant en tenue d'hôpital faisait la queue pour un café. Elle a commandé du thé qu'elle n'a pas bu, choisissant une place qui lui offrait une vue dégagée sur l'entrée. À 10 heures précises, une femme d'une 50aine d'années entra. Ses cheveux aux mèches argentées étaient tirés en un chignon strict, et sa posture trahissait des années d'autorité. Leurs regards se croisèrent, et Yvette ressentit le même choc, c'était la femme qui détenait peut-être la clé de tout. « Madame Wilson » demanda l'inconnu d'une voix basse mais ferme tandis qu'elle s'approchait de la table.
Le cœur d'Yvette battait la chamade tandis qu'elle se préparait à la vérité qu'elle redoutait et dont elle avait désespérément besoin. Ce n'était pas une question. Le cœur d'Yvette battait fort tandis qu'elle fixait la femme en face d'elle. Sa gorge s'assécha. « Qui êtes-vous » parvint-elle à murmurer. La femme s'installa dans le fauteuil sans attendre qu'on l'invite. « Dr Brenda Reeves » dit-elle d'un ton calme mais pressant. « J'ai dirigé le programme de fertilité à l'hôpital Mémorial jusqu'à il y a environ 6 mois. À ce nom, tout a cliqué. Jusqu'à ce que Veronica Harris disparaisse, dit Yvette d'une voix tendue. Elle se souvint du soir où elle avait reçu ce message étrange, « Tu le sauras bientôt. » C'est toi qui as envoyé ce message, accusa Yvette. Le docteur Reeves inclina la tête. Depuis, je suis les annonces de naissance. Quand j'ai vu les vôtres des jumeaux aux traits si différents, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'un sabotage. Les jointures d'Yvette blanchirent tandis qu'elle serrait sa tasse en céramique. Sabotage, répéta-t-elle, l'incrédulité et la peur lui tordant l'estomac. Reeves marqua une pause, jetant un coup d'œil autour d'elle comme pour s'assurer que personne ne l'entende. Puis elle se pencha en avant. Veronica a fait partie de notre équipe pendant 3 ans. Brillante, mais instable. Lorsqu'elle a commencé à fraterniser avec un patient à un donneur de sperme, elle a enfreint tous les protocoles. J'aurais dû la renvoyer à ce moment-là. Au lieu de cela, je lui ai donné un avertissement. Ce fut mon plus grand regret. Yvette déglutit. Martin Johnson. Il est venu chez nous hier. Les yeux du docteur Reeves s'écarquillèrent. Il vous a déjà retrouvé? Ça complique les choses. Elle expira. Martin était censé rester anonyme. Pourtant, Veronica a accédé à son dossier, l'a contacté en dehors de la clinique et ils ont commencé une relation. Yvette repensa au reportage, détournement de fonds, détournement de fonds. L'argent disparu de la clinique n'était qu'un symptôme, dit doucement le docteur Reeves. Ce que Veronica a fait ensuite était bien pire. Avant de disparaître, elle a trafiqué des échantillons de patients, y compris les vôtres. Le monde d'Yvette a basculé. Tu dis qu'elle a fécondé mon ovule avec le sperme de Martin sans notre consentement? Le docteur Reeves serra les dents. D'après les dates figurant dans votre dossier, votre cycle de FIV raté, suivi de ce que vous pensiez être une grossesse spontanée, j'en suis presque certain. Il arrive que des patientes conçoivent naturellement après des traitements, mais dans votre cas, Veronica a vu votre dossier et est intervenue. Comment? La voix d'Yvette se brisa. Comment a-t-elle pu faire ça? Le docteur Reeves leva la main. Je ne connais pas tous les détails, et peut-être que vous ne le souhaitez pas. Mais Veronica avait les clés de la clinique, accès aux échantillons des donneurs, et elle pouvait se faire passer pour du personnel effectuant des examens de routine. Vous avez eu des prises de sang, des échographies, des bilans de santé. Vous ne vous souvenez probablement pas de tous les visages. Un frisson parcourut Yvette tandis que le souvenir de ces innombrables visites lui traversait l'esprit. Mais pourquoi me prendre pour cible? Le regard du docteur Reeves s'adoucit de tristesse. Après avoir perdu ce qu'elle croyait être sa propre grossesse avec l'enfant de Martin, elle est devenue obsédée. Elle a vu en vous l'occasion de lui donner le bébé qu'elle pensait qu'il méritait. Yvette tremblait. Alors, je suis devenue une mère porteuse involontaire? Reeves hocha la tête solennellement. Et vous n'êtes pas seul. Notre audit a révélé au moins 7 cas où les échantillons étaient probablement compromis. La plupart de ces femmes n'ont jamais mené leur grossesse à terme ou ont choisi d'avorter. Mais 2 autres sont maintenant enceintes dans des circonstances douteuses. La panique éclipsa la peur d'Yvette. Ces femmes ont-elles été informées? Le docteur Reeves secoua la tête. L'administration et l'équipe juridique ont décidé d'attendre. Ils craignent des conséquences juridiques si des anomalies apparaissent à la naissance. C'est pourquoi je suis parti. Je ne pouvais pas participer à une dissimulation. Ces femmes méritent la vérité. Le téléphone d'Yvette vibra. Le message de Tom, où es-tu? Les services sociaux sont là. Elle se redressa brusquement. Je dois y aller. Les services de protection de l'enfance, ils pensent que j'ai triché parce que nos jumeaux sont si différents. Mon mari doute de moi. Tout ce que j'ai construit s'écroule. Et tu me dis qu'un ancien collègue dérangé a pris nos vies en otage. Le docteur Reeves se leva et glissa une carte de visite dans la main d'Yvette. Je suis vraiment désolé. Soyez prudente. Veronica a été aperçue près de chez vous. Je crois qu'elle veut voir son œuvre, ou pire,
s'approprier l'enfant qu'elle a conçu. Yvette sentit les murs se refermer sur elle. Elle se précipita vers sa voiture, la tête qui tournait. Alors qu'elle sortait du parking, une berline sombre aux vitres teintées la suivait. Elle se dit que c'était de la paranoïa, mais après 3 virages, elle resta juste derrière. Le cœur battant, elle traversa un centre commercial. La voiture continua sa route. Elle expira. En arrivant dans son allée, elle vit Tom debout sur le porche, Nancy dans ses bras, le visage ravagé. Une femme en tailleur se tenait à côté de lui, un bloc-notes à la main. « Où étais-tu » La voix de Tom était glaciale. « Tu as dit pharmacie » commença Yvette, la voix tremblante. « Ils sont là depuis 20 minutes. » Elle ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais Janet Cooper, l'assistante sociale, l'interrompit doucement. « Madame Wilson, vous semblez bouleversée. Tout va bien ?» Le regard d'Yvette se porta brusquement de l'autre côté de la rue. Derrière un érable, elle aperçut une silhouette, brièvement illuminée par le soleil couchant, avant que la femme ne s'éclipse. Yvette en eut le souffle coupé. Elle la reconnut instantanément grâce au bulletin de disparition de la clinique, Veronica Harris. Janet Cooper attendait avec impatience. Yvette se détourna de la silhouette qui s'éloignait pour se tourner vers Tom, puis vers l'agent des services sociaux, puis de nouveau vers sa fille endormie, blottie contre la poitrine de son mari. Une froide certitude s'installa en elle. « Non » dit-elle finalement d'une voix ferme. « Tout ne va pas bien. Mais maintenant, je comprends pourquoi nos vies ont basculé. » Yvette s'attardait sur l'allée, partagée entre courir après Véronica et affronter la crise qui se déroulait à sa porte. Le bloc-notes de l'agent des services sociaux tremblait entre ses mains tandis qu'elle lançait question après question, exigeant chacune une réponse immédiate. Le regard de Tom lui semblait comme un poids physique pesant sur elle, sa suspicion plus tranchante que n'importe quelle lame. Quelque part en elle, son fils Elia attendait, vulnérable et sans voix. Finalement, Yvette prit une profonde inspiration et fit son choix. « Allons à l'intérieur » dit-elle d'une voix ferme malgré le tumulte intérieur. « Je vais tout vous expliquer. » Dans le salon, la douce lumière matinale filtrait à travers les rideaux, illuminant la silhouette menue d'Elia, recroquevillée dans son berceau. Ses yeux sombres suivaient les courbes nonchalantes du ventilateur de plafond. Yvette le prit dans ses bras, puisant son courage dans la douce chaleur de son corps contre le sien. « Je n'étais pas à la pharmacie » commença-t-elle en regardant Tom dans les yeux avec détermination. « J'étais avec le docteur Brenda Reeves, l'ancienne directrice de la clinique de fertilité du Memorial Hospital. » La confusion remplaça la colère de Tom. « Pourquoi la rencontrerais-tu » demanda-t-il, la voix tendue. Yvette expira lentement. « Parce que l'histoire de nos jumeaux n'est pas celle qu'on nous a racontée. Ce n'était pas une grossesse miracle après un échec de FIV. Ce n'était pas une trahison de ma part. Et ce n'est certainement pas une fraude à l'adoption ou un échange de bébés. Les 2 enfants sont biologiquement les miens, mais quelqu'un à cette clinique a délibérément falsifié mon cycle, en utilisant des échantillons de donneurs différents pour chaque embryon. » Le presse-papier de Janet Cooper vacilla. Le calme professionnel qu'elle affichait quelques instants plus tôt commença à s'effriter. « C'est une accusation grave, dit-elle, un stylo posé sur le papier. » La voix d'Yvette devint basse, mais ferme. « C'est la vérité. Le docteur Reeves m'a parlé de Veronica Harris, d'échantillons compromis et d'une opération de dissimulation visant à protéger l'hôpital de poursuites judiciaires. » Tom s'affala sur le bord du canapé, le visage décoloré. « Alors Martin. Il était censé être un donneur anonyme, murmura-t-il. Il n'a jamais accepté. Il est autant une victime que nous, répondit Yvette en berçant doucement Elia. Janet commença à griffonner des notes à un rythme effréné. Ça change tout. Avez-vous des documents de votre rencontre avec le docteur Reeves? Yvette fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite. C'est tout ce que j'ai, mais elle connaît toute l'histoire et elle est prête à se manifester. Le regard de Tom oscilla entre Yvette et Janet. Et tu as vraiment vu cette Veronica Harris rôder devant chez nous? Yvette hocha gravement la tête. Le docteur Reeves m'a prévenu qu'elle avait été repérée dans les environs. Janet se redressa. Je dois prévenir mon supérieur et la police. C'est peut-être un acte criminel, qui dépasse le cadre de notre mandat de protection de l'enfance. Elle s'excusa et alla à la cuisine, son téléphone déjà collé à l'oreille. Restée seule, Yvette sentit la tension monter dans la pièce. Elle serra Elia contre sa poitrine tandis que Tom fixait ses propres mains.
Après ce qui lui sembla une éternité, il parla d'une voix douce et pleine de regrets, « Je te dois des excuses. » Yvette tressaillit à ces mots. « Je croyais savoir ce que tu croyais, » dit-elle, la douleur encore vive. Les épaules de Tom se voûtèrent. « Après 6 ans de mariage, j'aurais dû te faire confiance en premier. Au lieu de ça, j'ai laissé la suspicion me guider. » Des larmes perlèrent aux yeux d'Yvette. « Tu étais censé me faire confiance, » dit-elle d'une voix plus forte, faisant sursauter Elia. Elle le rassit avec une patience méticuleuse. « La confiance est le fondement de notre famille. Tu as appelé les services sociaux avant même de me demander la vérité. » Son expression se décomposa. « Tu as raison. J'avais tort. Je suis désolé. Mais maintenant, que faire ? Un de nos enfants est né parce qu'on a bafoué nos droits reproductifs. Comment aller de l'avant ? » Yvette serra Elia plus fort dans ses bras. « C'est toujours notre fils. Je l'ai porté. Je lui ai donné naissance. Mon amour pour lui ne dépend pas de qui m'a fourni son ADN. » Tom jeta un coup d'œil à la mère et à l'enfant. « Et son père biologique ? » « Il nous a déjà trouvés, » dit Yvette, la voix tendue. « Martin voudra jouer un rôle dans la vie d'Elia. » Avant qu'elle puisse en dire plus, Janet reprit son sang-froid. « J'ai parlé aux forces de l'ordre. Ils veulent votre déposition concernant Veronica Harris. Quant au service de protection de l'enfance, l'enquête est suspendue jusqu'à ce que nous examinions ces nouveaux éléments, mais je dois encore terminer l'inspection du domicile d'aujourd'hui. » L'heure suivante passa dans un brouillard. Janet se déplaçait méthodiquement dans chaque pièce, inspectant les mesures de sécurité de la nurserie, examinant attentivement les réserves de nourriture et observant attentivement Yvette et Tom interagir avec les 2 nourrissons. Yvette ressentit un léger soulagement lorsque Tom prit soin de bercer Nancy et Elia avec la même tendresse, même si une tension subsistait. Au moment où Janet rassemblait ses affaires pour partir, la sonnette retentit à nouveau. Tom ouvrit et trouva Martin Johnson debout sur le porche, l'hésitation gravée dans ses traits. La poitrine d'Yvette se serra, cette visite était la dernière complication dont ils avaient besoin. « J'ai vu la voiture des services de protection de l'enfance, » dit Martin doucement. « Je voulais m'assurer qu'Elia allait bien. » L'intérêt de Janet s'accrut. « Vous devez être Monsieur Johnson. Rejoignez-moi dans la cuisine pour quelques questions. » Pendant que Janet emmenait Martin, Tom et Yvette se réinstallèrent sur le canapé, Elia et Nancy bercés dans leurs bras. « Il semble sincèrement inquiet, » observa Tom, la voix teintée d'incertitude. « C'est aussi une victime, » lui rappela Yvette. « Veronica a volé son matériel génétique et l'a utilisé sans son consentement. » « Mais cela ne lui donne pas automatiquement des droits parentaux, » rétorqua Tom, le ton durcissant. Yvette soupira, l'épuisement pesant sur elle. « Légalement, nous sommes en terrain inconnu. Moralement, c'est un mélange de responsabilité et de compassion. Mais par-dessus tout, le bien-être d'Elia passe avant tout. » Leur conversation fut interrompue lorsque Janet et Martin revinrent dans la pièce. Janet lui tendit une petite pile de courriels imprimés. « Monsieur Johnson m'a fourni ces messages de Veronica Harris, corroborant certains éléments de votre histoire, Madame Wilson. » Martin s'avança, la voix basse. « Je n'ai jamais su ce qu'elle préparait. On est sortis ensemble après qu'elle m'a contacté à la clinique. Quand elle m'a annoncé sa grossesse, j'étais abasourdi, mais prêt à l'aider. Puis elle a disparu. » Tom croisa les bras. « Que attendez-vous de nous, Monsieur Johnson ?» Martin le regarda droit dans les yeux. « Je suis encore en train de digérer tout ça. Mais Elia est mon fils, biologiquement parlant. J'aimerais avoir un lien avec lui, si c'est possible. » À ce moment-là, le téléphone d'Yvette vibra avec insistance. Elle déplaça Elia pour lire l'écran, le cœur battant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Tom, l'inquiétude perçant dans sa voix. « Il provient d'un numéro inconnu, » murmura Yvette, les yeux écarquillés. Le message dit « Je l'ai créé. Il appartient à son vrai père et inclut une adresse. » Martin se pencha pour lire le texte. Son visage pâlit. « C'est le style de Veronica, » dit-il doucement. Janet se mit aussitôt en action et composa son numéro. « J'appelle la police immédiatement. C'est une menace directe. » Martin se passa la main dans les cheveux. Le docteur Reeves m'avait prévenu qu'elle pourrait réclamer Elia quand elle se sentirait en droit d'avoir l'enfant. La voix d'Yvette tremblait de colère. Elle a tout manigancé ou elle a volé l'échantillon de Martin,
m'a utilisé comme son réceptacle involontaire juste parce qu'il a rompu avec elle. Le regard de Martin se posa. Pire encore, d'après ses messages, je pense qu'elle n'avait jamais eu l'intention que nous élevions le bébé ensemble. C'était son lot de consolation, la preuve qu'elle pouvait donner la vie, même si elle ne pouvait pas me garder. Un silence pesant et oppressant s'installa dans le salon tandis que chacun assimilait le poids de ce qui venait d'être sous-entendu. Veronica Harris avait peut-être des projets pour le bébé Elia qui excluaient non seulement ses parents biologiques, mais aussi tous ceux qui osaient se considérer comme de la famille. Le silence fut brisé par le hurlement lointain des sirènes. Janet poussa un soupir, un soulagement subtil mais évident se lisant sur son visage. « Ils auront besoin des déclarations de chacun d'entre vous, dit-elle d'une voix légèrement plus assurée. Et ils organiseront très certainement des gardes du corps jusqu'à ce que Veronica soit arrêtée. » Quelques instants plus tard, les voitures de police s'arrêtèrent brusquement devant la maison. Le téléphone d'Yvette vibra violemment dans sa main à un autre SMS. Trop tard. Je regarde. Je prendrai ce qui m'appartient. Muscles contractés, Yvette se glissa jusqu'à la fenêtre. De l'autre côté de la rue, à moitié cachée derrière une haie tentaculaire, se tenait Veronica Harris. Même à une vingtaine de mètres, Yvette percevait l'intensité troublante de son regard. Comme si elle avait senti son regard, Veronica apparut, son manteau retenu par quelque chose de rigide et une forme reconnaissable entre mille qui ressemblait à une arme à feu. « Elle est dehors », murmura Yvette en s'éloignant de la vitre. « Et je suis presque sûr qu'elle est armée. » À cet instant, un coup de feu retentit, brisant la vitre avant et projetant des éclats de verre. Des cris fusèrent tandis que tout le monde s'écroulait au sol, les jumeaux hurlant de terreur, les policiers hurlant, armes au poing. Malgré tout cela, la seule pensée d'Yvette était un vœu silencieux, protéger ses enfants. Recroquevillée derrière le canapé, Nancy pressait sa main contre son cœur battant. Le regard d'Yvette croisa celui de Tom, il planait au-dessus d'Elia près de l'entrée du couloir, le protégeant. Leur pacte tacite était clair, quelles que soient les fractures à venir, secret de paternité, mensonge de la clinique, vendetta tordue de Veronica, où ils feraient front uni pour protéger leurs enfants. « Couchez-vous » hurla un officier au moment même où un second coup de feu déchirait l'air, fracassant l'encadrement de la porte. Yvette pressa le petit corps de Nancy contre le sien, tel un bouclier humain contre le chaos. Les gémissements aigus du bébé perçaient le vacarme. De l'autre côté de la pièce, Tom se glissa derrière une lourde bibliothèque, Elia serrée contre sa poitrine. « Tout le monde va bien » cria-t-il d'une voix brisée mais assurée. « Je crois bien » haleta Yvette. Son regard parcourut les alentours, Janet était accroupie près de l'entrée de la cuisine, Martin était coincé derrière le canapé. Dehors, les policiers utilisaient des voitures de patrouille comme barricades, scrutant la silhouette de Veronica parmi les haies. Les radios crépitaient, donnant des ordres laconiques. Ici la police, lança une voix tonitruante dans un mégaphone. Lâchez votre arme et rendez-vous, les mains en l'air. Silence, puis un autre coup de feu. La balle transperça le pare-brise d'une voiture de patrouille. Les policiers ripostèrent en tirant une pluie de balles dans la verdure. Un policier se glissa vers Yvette en se tenant à plat ventre. « Madame, nous devons vous mettre en sécurité, vous et les enfants. Il y a une sortie arrière par la cuisine et le vestiaire. » Elle hocha la tête, sa voix perdue dans le tumulte. Il s'accroupit à côté d'elle. « À mon signal, rampe jusqu'à ton mari par le couloir. Ensuite, nous irons ensemble vers la porte. » Le verre craquait sous les coudes d'Yvette tandis qu'elle entamait sa lente et pénible marche à quatre pattes. Nancy se blottit dans ses bras. Chaque centimètre en avant lui semblait 1,5 km, les fenêtres de devant une menace constante. À mi-chemin de la pièce, une soudaine fusillade venue de l'extérieur la figea sur place. « Continuez » a insisté l'officier dans un grognement sourd. On l'a immobilisé. Puisant dans ses réserves de désespoir, Yvette reprit sa marche et rejoignit enfin Tom. Leurs regards se croisèrent, la peur et la détermination s'embrasant à parts égales. Ensemble, ils suivirent l'officier à travers la cuisine jusqu'à l'étroit vestibule où deux autres officiers les attendaient. Un fracas quelque part au-dessus annonçait un danger plus grand. « Elle est à l'intérieur » murmura Martin, la voix tremblante. Un policier leva son pistolet vers l'escalier. « Tout le monde à la buanderie » ordonna-t-il. Ils se glissèrent par une porte latérale dans l'espace exigu. Le policier examina la petite pièce, une seule porte arrière, une fenêtre dépolie trop étroite pour permettre une évasion, une machine à laver, un sèche-linge et des étagères remplies de produits d'entretien.
Descendez derrière les machines, ordonna-t-il. Mon partenaire et moi allons nettoyer l'étage. Non, protesta Yvette en se pressant contre le mur. Ne nous quitte pas. Vous serez plus en sécurité si nous neutralisons la menace, répondit-il fermement avant de retourner dans la cuisine. Son partenaire se posta près de la porte, arme levée, scrutant l'entrée de la cuisine et la cour au-delà. Janet, retrouvant son calme, murmura quelque chose d'urgent dans son téléphone. Dans ce soudain calme, un lent ruissellement commença. Yvette leva les yeux et vit des gouttes tomber sur son front, formant une flaque sombre au plafond de la buanderie. Tom suivit son regard. Ce n'est pas de l'eau, dit Yvette d'une voix caverneuse. Le liquide brillait d'une légère teinte rose. Des pas lourds résonnèrent au-dessus de leur tête. Puis, le cri aigu d'un enfant, visiblement pas celui de leurs jumeaux. Y a-t-il un autre bébé ici, demanda Martin, la panique s'insinuant dans sa voix. Je ne sais pas, murmura Yvette, la peur s'accumulant dans son estomac. L'officier près de la porte murmura dans sa radio, mais rien ne répondit, à part des parasites. D'autres pas, plus proches maintenant, puis une douce berceuse glaciale descendit. Véronica était là-haut, réalisant un fantasme dérangé à propos de leur enfant. Les gouttes roses tombèrent plus vite, éclaboussant le sol de la buanderie. L'officier à l'étage est sorti, le visage sombre. Il y a du sang, a-t-il signalé. Mais aucun signe de Véronica. Si elle est distraite, nous devrions essayer de nous échapper, murmura Tom. Se séparer semblait fatal, mais avant qu'Yvette puisse riposter, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Une équipe tactique fit irruption, ses armes balayant la pièce. « Restez ici et verrouillez la porte », cria le premier officier avant de se précipiter dans la cuisine. Tom verrouilla la porte, mais elle s'ouvrit brusquement. Véronica Harris se tenait sur le seuil, une main serrant un pistolet élégant, l'autre tenant un paquet de couvertures. Son visage était maculé de sang, mais son expression était calme, d'une sérénité troublante. « Ne bouge pas », dit-elle en s'avançant. Son regard se fixa sur Elia dans les bras de Tom. « Je suis venu chercher mon fils. » Lentement, elle déplia la couverture. Au lieu d'un bébé, une poupée réaliste la fixait, emmaillotée dans la même couverture d'hôpital bleu pâle que les jumeaux avaient portée. Martin se leva, la voix tremblante mais ferme. « Véronica, tu as besoin d'aide. » Ce n'est pas bien. Ses yeux brillaient lorsqu'elle se tourna vers lui, un sourire dessinant ses lèvres tachetées de sang. « Tu comprends. On peut enfin être une famille, toi, moi et notre fils. » « Elia n'est pas à toi, » dit Tom en s'avançant d'un pas protecteur devant son enfant. Le sourire de Véronica se transforma en un regard noir. « Il ne s'appelle pas Elia, » dit-elle en s'adressant à Martin. « C'est Michael, comme ton père. Tu as dit que tu voulais que ton aîné porte son nom. » Yvette observait la scène avec horreur. Véronica leva son arme entre elles, inébranlable dans sa propre version déformée de la réalité. Les policiers dehors pouvaient faire irruption à tout moment, mais pour l'instant, le cauchemar était contenu entre ces quatre murs et le sort de leur famille était en jeu. Tom s'est précipité à travers la porte d'entrée, arme au poing, et a grogné, « Tu as débarqué chez nous en pensant pouvoir le capturer. » Véronica haussa une épaule sereine. « Les plans changent, » dit-elle froidement. « Au départ, j'avais prévu d'entrer dans cette chambre d'hôpital et de le récupérer. Mais l'endroit était bondé de personnel. Puis j'ai pensé me faufiler pendant ton absence, mais tu ne le laisserais jamais sans surveillance. » Son regard se posa sur Martin. « Mais maintenant, te voilà. Tu peux leur expliquer que notre bébé est avec nous. » Martin s'avança, l'image même d'une indignation contenue. « Véronica, écoute, » l'exhorta-t-il. « Tu as dépassé les bornes. Tu as utilisé le corps d'une vétérinaire sans sa permission. Tu as volé mon ADN. Ce n'est pas de l'amour, c'est un crime. » Le masque de sang-froid de Véronica vola en éclats. « Je t'ai donné un fils, » cracha-t-elle. « Après tout ce que j'ai sacrifié, c'est comme ça que tu me remercies ?» Le pistolet qu'elle tenait à la main tremblait tandis qu'elle le pointait sur Martin. « Si tu ne peux pas apprécier ce que j'ai fait, tu ne mérites peut-être pas d'être son père. » En un clin d'œil, Martin bondit, tira le poignet de Véronica et brandit le canon. Le coup partit, une détonation si violente qu'une pluie de plâtre blanc s'abattit du plafond. Tom bondit devant eux, berçant le bébé Elia, et se précipita vers la porte de derrière. Yves prit Nancy dans ses bras et le suivit, tandis que Janet se précipitait au secours de Martin,
luttant avec Véronica pour le contrôle de l'arme. Alors qu'Yvette franchissait le seuil, un autre coup de feu claqua. Elle se figea, jetant un coup d'œil en arrière et voyant Martin tituber, une main appuyée sur son épaule ensanglantée. Véronica se tenait debout, triomphante, le pistolet pointé sur Yvette et les jumeaux. « Donnez-moi mon fils », exigea-t-elle d'une voix étrangement posée. Le cœur d'Yvette battait fort. Tom et Yvette s'arrêtèrent sur le seuil, chacun serrant un bébé dans leurs bras, tandis que Martin s'effondrait derrière eux et qu'une femme folle leur barrait la route. Dans cet instant suspendu, elle comprit que seul un pari désintéressé pourrait les sauver. Doucement, elle tendit Nancy à Tom. « Prends-les », souffla-t-elle. « Fais-les sortir. »« Yvette » commença Tom, mais elle le fit taire d'un regard féroce et inflexible. Il comprit sans un mot. Il recula, les nouveau-nés contre sa poitrine, et se glissa dans la cour. Yvette se retourna, les mains vides et levées, face à Véronica seule. « Tu as raison, dit-elle doucement, la voix posée. Un enfant appartient à sa mère. » Les yeux de Véronica se plissèrent, une lueur de suspicion traversant son visage maculé de sang. « Enfin, tu es raisonnable, murmura-t-elle, l'arme toujours braquée sur Yvette. « Je suis raisonnable, acquiesça Yvette, avançant si lentement que chaque mouvement semblait mesuré. Mais tu n'es pas sa mère. Je le suis. Je l'ai porté pendant 9 mois, j'ai senti chaque battement de ses premiers pas et je l'ai mis au monde. » Véronica serra les dents. « Seulement parce que c'est moi qui l'ai rendu possible. Il existe parce que je l'aime, insista Yvette d'une voix ferme. L'amour, c'est le sacrifice, la protection, faire passer ses besoins avant les siens. C'est ce qui fait une mère. » Les lèvres de Véronica se retroussèrent. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. » Yvette secoua la tête et se rapprocha. « Non. Tu l'as fait par possession. Par obsession. » Derrière eux, Janet pressait de la gaze sur la blessure de Martin, affalée contre la machine à laver. Véronica resserra sa prise sur le pistolet. « Tu ne comprends pas, siffla-t-elle. Personne ne connaît le prix de mes sacrifices. »« Je comprends le sacrifice, » répondit Yvette d'un ton neutre. « J'ai enduré la douleur pour mon enfant, mais vos actes ne sont pas des sacrifices. Ce sont des crimes. »« Arrête de parler, » hurla Véronica. « Donne-moi mon bébé et je m'en vais. » Yvette observa les pupilles dilatées de Véronica, le tremblement de ses doigts au signe d'une femme en train de se défaire. « Il n'est pas là, » dit-elle doucement. Véronica se retourna brusquement et se figea en ne voyant que le vide là où Tom se tenait. Son cri était un hurlement sauvage. « Tu m'as piégé. »« J'ai protégé mes enfants, » corrigea Yvette, calme malgré son pouls qui battait fort. « Comme toute mère le ferait. » Le visage de Véronica se tordit de fureur. « Je te tuerai, et ensuite je le retrouverai. »« Non » fit une voix douce derrière eux. Martin se redressa, le sang coulant entre ses doigts. « Tu ne le feras pas. » La prise de Véronica vacilla au son de sa voix. « Martin, tu es blessé. On peut encore. »« Il n'y a pas de bébé, notre, » dit Martin d'un ton ferme, s'interposant entre Véronica et Yvette. « Tu as violé mon éthique médicale, Yvette, et tu as menacé des nourrissons. » Rien de tout cela n'était correct. Les épaules de Véronica s'affaissèrent. L'espace d'un instant, elle parut perdue. Puis, dans un sursaut de force, Janet bondit de derrière le sèche-linge et la plaqua au sol. Le pistolet partit à nouveau, la balle s'enfonçant dans le plafond. Yvette plongea, arrachant l'arme des doigts de Véronica et lui écrasant le poignet au sol. Martin, malgré sa blessure, a dégagé l'arme d'un coup de pied tandis que l'équipe tactique de la police arrivait. En quelques secondes, Véronica était menottée et hurlait des insultes tandis que les agents sécurisaient les lieux. Un ambulancier s'est agenouillé à côté de Martin, lui appuyant sur l'épaule, tandis qu'un policier recueillait les dépositions d'Yvette et de Janet. Tom réapparut à la porte de la cuisine, le visage blême. « Ils sont sains et saufs, » murmura-t-il. Une policière les a dans sa voiture. Les services de protection de l'enfance sont en route. Yvette s'affala sur la chaise la plus proche, l'adrénaline retombant. « C'est fini ?» murmura-t-elle. Un policier hocha la tête. « Monsieur Harris est en garde à vue. 2 policiers sont blessés, un dans un état critique, un autre dans un état stable. Elle sera accusée de multiples tentatives de meurtre. »
Elle a besoin d'une aide psychiatrique, a déclaré Martin d'une voix douce tandis que le paramédical pansait sa blessure. Ce sera aux tribunaux de décider, répondit l'agent. Pour l'instant, elle est incarcérée. Quelques heures plus tard, après les dépositions, la collecte des preuves et l'opération de Martin, Yvette et Tom étaient installés dans une chambre d'hôtel mise à disposition par la Croix-Rouge. Leurs jumeaux dormaient dans des berceaux portables, leurs visages sereins sur fond de maisons dévastées, moquettes tachées de sang, encadrement de fenêtres éclatées et murs criblés de balles. Et maintenant, demanda Tom d'une voix caverneuse. Yvette contempla les boucles pâles de Nancy et les boucles brunes d'Elia, si différentes et pourtant si précieuses. On reconstruit, dit-elle simplement. On guérit. On se souvient de l'essentiel. Tom lui prit la main. Je t'ai trahi, admit-il. J'ai douté de toi quand tu avais besoin de moi. Tu as protégé nos enfants, répondit doucement Yvette. C'est important. Peux-tu me pardonner? Je pense que oui, dit-elle, mais cela prendra du temps. La confiance ne se rétablit pas du jour au lendemain. Tom hocha la tête, acceptant le lent travail qui l'attendait. Et Martin, s'aventura Tom. C'est le père biologique d'Elia. On trouvera une solution, dit Yvette. Un arrangement qui honore son lien sans compromettre le nôtre. Je ne suis pas sûr de pouvoir partager mon fils, a avoué Tom. Regardez-le, dit Yvette en jetant un coup d'œil vers les berceaux. Il n'est pas seulement à Martin ou à vous, il est à nous. Ils restèrent assis en silence, laissant le doux murmure de leurs souffles jumeaux leur rappeler leur engagement commun. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont emménagé dans une nouvelle maison, libérés des stigmates du traumatisme. Une thérapie de couple a contribué à reconstruire leur mariage, tandis que les visites hebdomadaires de Martin à Elia ont trouvé leur rythme naturel. Un accord formel de coparentalité a défini ses droits de visite et préservé la tutelle principale de Tom et Yvette. L'arrestation de Véronica avait révélé un scandale dans une clinique de fertilité, incitant Yvette à se rapprocher d'autres victimes. Elle a formé un réseau de soutien informel, offrant empathie et conseils lors de procès juridiques et émotionnels partagés. Véronica, placée en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution, a reçu un diagnostic de trouble délirant, mais a été jugée apte à comparaître. Par un chaud après-midi, Yvette était assise sur sa véranda, regardant Tom jouer avec les jumeaux sur une couverture. Elle repensait à son parcours, du choc d'une jumelle blanche et d'une jumelle noire, à la terreur de l'agression de Véronica, à la rupture et à la restauration de son mariage, et à la reconquête de sa propre autonomie. Les cris impérieux de Nancy faisaient écho à sa nature fougueuse, la curiosité discrète d'Elia était tout aussi captivante. Deux personnalités distinctes, deux apparences distinctes et pourtant une seule famille, forgée non seulement par le sang, mais aussi par l'amour, le sacrifice et la résilience. Les réponses aux questions sur la génétique, les anomalies médicales ou les scandales cliniques étaient bien pâles face à la vérité qu'elles connaissaient désormais, l'adversité les avait mis à l'épreuve, transformés et, finalement, définis. Leur lien avait transcendé la biologie, résisté à la trahison et était devenu indestructible. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, une famille atypique, endurcie par le feu, plus forte face à chaque épreuve. Certaines histoires sont difficiles à raconter, mais elles méritent d'être entendues. Si celle-ci vous a touché, restez à l'écoute pour le prochain chapitre.